Estelle Gras, bonjour. Bonjour. Alors avec vous, nous allons mieux connaître le métier de l'apiculteur. Mais alors avant de rentrer dans le vif du sujet, on va un petit peu parler de votre histoire qui vous est propre. Oui. Généralement, certains métiers se transmettent de père en fils, de père en fille. Et chez vous, c'est plutôt une histoire de reconversion. Oui, tout à fait. Donc c'est mon époux qui nous a fait, on va appeler ça la crise de la quarantaine, on va un peu rigoler. Donc reconversion professionnelle, un petit peu des ennuis de santé, puis l'envie, le besoin de travailler pour soi. Et sa passion, la nature. Déjà, de travailler à l'extérieur. Les abeilles sont très révélatrices du monde naturel, je dirais, donc plus proche de la nature, ce sont les abeilles. Donc il a commencé des bouquins, rencontré des apiculteurs, est allé travailler chez un apiculteur à Belgodère, je ne citerai pas, mais quelqu'un qui nous est très cher, durant toute une année chez lui, transhumer les abeilles, voir comment ça se passait, les récoltes, enfin tout ce qu'il y avait à apprendre. Ça s'est passé sur une année? Sur une année, oui. Oui, puisqu'il avait pris une année, la fameuse année sabbatique. Et donc suite à ça, il a fallu effectivement, pour être vraiment professionnel, passer par le cursus lycée agricole. Donc à 40 ans, retourner au lycée, c'est pas simple non plus. Mais il a réussi, il a eu son brevet et l'installation, enfin la voilà. Et puis pour l'aider, puisque bon, nous sommes tous unis en famille, nos deux garçons et moi-même, bon ben allez, vas-y. Et on a commencé à travailler sur le rucher, les extractions de miel, la vente aussi, bien évidemment. Tout ce qui est communication, donc là on a nos deux enfants qui nous ont bien aidés, et maintenant ça fait 10 ans que ça dure, que l'histoire dure, que l'histoire dure et que nous travaillons tous les quatre toujours ensemble. Voilà, donc là on risque de trouver la génération suivante dans quelques années. Oui, tout à fait, puisque notre fils aîné est en cours d'installation maintenant pour avoir lui-même son cheptel d'abeilles. Voilà. Alors Estelle, on va parler donc à travers vous, on va parler donc de ce métier pour tous les apiculteurs qui sont, je dirais, sur notre territoire, mieux connaître un petit peu comment ça fonctionne. Et puisque vous parliez tout à l'heure d'installation, justement, comment on détermine l'emplacement des ruches? Alors tout simplement, on recherche les fleurs. C'est un beau métier. On tourne, bon, pas trop loin de chez nous évidemment, pas trop loin de la maison. Les fleurs que l'on appelle mellifères, donc les fleurs évidemment de printemps, les toutes premières fleurs. Les fleurs ayant un bon pollen, très riche pour les abeilles, je pense au pollen d'amandier. Ensuite, vous avez donc les autres agriculteurs qui ont des plantations, qui vous demandent pour polliniser leurs arbres. Et comme ça, on démarre. Et on recherche le maquis fleuri, puisque c'est très important d'être dans le maquis et non pas proche de cultures où il y a des pesticides. Donc l'endroit est choisi comme ça et l'idéal c'est de faire plusieurs petits ruchers. Si vous voulez, nous avons à peu près 200 ruches. Ça, c'est le rucher. Et ensuite, on forme des petits ruchers à droite, à gauche, parce que là, le maquis, il y a de la bruyère blanche. Là, vous avez des asphodèles en Malagne, notamment. Les amandiers, je vais vous citer du genêt. Ensuite, le châtaignier, on repart sous les châtaigniers. La marjolaine, l'origan, toutes ces plantes aromatiques aussi, qui produisent, qui nous donnent beaucoup de miel. Oui, il faut chercher l'endroit vraiment à l'abri du vent. Il faut penser aussi, ça c'est très important, et il ne faut pas s'éloigner trop d'une source, enfin d'eau, puisque l'abeille boit énormément. Oui, énormément. Donc le rucher ne doit pas être trop éloigné d'un point d'eau. Je vous dirais entre 800 mètres et pas plus d'1 kilomètre. L'abeille a 3 kilomètres de rayon, mais il ne faut pas qu'elle s'épuise pour aller boire. Évidemment. Donc son rayonnement, elle travaille sur 3 km. Sur 3 km environ. Certains vous diront 3,5 km, après c'est pas précis. Mais tout au moins pour l'eau, il faut que ce soit assez proche. C'est pas un détail, c'est très important. Bien sûr. Oui. Alors, on s'installe, on positionne ses ruches. Donc c'est la bonne époque finalement pour en parler. Tout à fait. Le moment. On est en plein dedans. Combien de temps elles vont rester en place? Alors, nous avons remonté nos ruches en Balagne depuis fin février, début mars. Donc, alors, pour parler de la transhumance, ça se fait en plusieurs fois, puisque bon, on n'est pas. Elle se fait le jour, la nuit? Alors, il faut qu'au lever du jour, l'abeille soit à l'endroit voulu. Donc, on part un petit peu plus tôt, on va dire qu'on démarre 4 heures du matin. Donc, on ferme nos ruches, on ne prend pas le risque de les laisser ouvertes, c'est-à-dire qu'on bouche l'entrée.
Donc tout va bien, on les déplace, on charge la remorque, le 4x4. Notre terrain est prêt, important parce qu'on ne met jamais la ruche à même la terre hein, pour l'humidité, puis il y a une grille d'aération, donc sur des palettes. Il suffit d'arriver, voilà, les palettes sont mises, tout est organisé, les pierres. Pour mettre sur le capot, on verra par la suite. En fait, si vous voulez, la pierre est une indication quant à l'orientation de l'abeille. Cette abeille-là connaît sa ruche, elle va aller dans celle-là et pas dans la ruche à côté. Ça vient de la pierre que l'on pose sur le toit également aussi pour prévenir du vent, hein, que ça ne se soulève pas. Mais c'est un point de repère aussi pour l'abeille. Donc nous avons nos palettes, nos pierres qui sont prêtes et il faut déposer les ruches. Voilà, on en met 2 par palette, comme ça elles sont bien aérées, elles ne se gênent pas. Et tout dépend, mais l'idéal ce serait de faire à chaque fois des ruchers de 30-40 ruches, pas plus. Pourquoi? Parce que sinon elles vont toutes aller sur les mêmes fleurs, après, enfin c'est pas très cohérent. Donc à 3 km, 3 km plus loin, pardon, on recrée un autre rucher, c'est-à-dire que pour parler de la Balagne, nous avons la belle vallée de Palatz, nous avons la vallée du Regine, à Vapé, ça où il y a des maquis complètement différents. Et l'asphodèle, par exemple, qui est en fleurs maintenant à Santa Reparat, là où nous sommes, va l'être dans 15 jours, va continuer. Donc il y aura un rucher également plus loin. Mais Estelle, là on parle d'emplacement avec, et même de transhumance quand les abeilles sont à l'intérieur. Oui. Mais au départ, quand on s'installe, comment les ruches sont vides, bien évidemment. Oui. Comment les abeilles, ça m'intrigue, viennent s'accaparer la ruche? Eh bien, nous avons démarré en récupérant des essaims. Vous savez qu'au printemps, peut-être ça vous est arrivé, ça y est, c'est le printemps, les abeilles sortent, butinées, et hop, il y a un essaim qui se pose chez vous, ou dans un arbre, dans le jardin, ou à la maison, sur la fenêtre. Et c'est à ce moment-là qu'intervient l'apiculteur. Donc il arrive avec sa ruche. Pour appâter, bien évidemment, quelques abeilles, on va mettre du miel sur les cadres. Ensuite, en prenant soin de ne pas abîmer la reine, puisque l'abeille est là pour protéger la reine, donc elle forme une grappe. Cette grappe, il faut la défaire très délicatement, on va dire comme ça. Les déposer dans la ruche, c'est plus simple si c'est sur la branche d'un arbre, on va couper, on va secouer les abeilles dans la ruche, la reine va tomber, il y a du miel, elle reste, on ferme et on s'en va 3 km plus loin pour ne pas qu'elle revienne à l'endroit où il y avait l'essaim. Donc ça, c'est au démarrage. Voilà. Et est-ce que vous arrivez après, je dirais, ou c'est quelque chose d'impensable, à comptabiliser votre cheptel? Le cheptel, oui, puisqu'on parle de ruche. Maintenant, vous voulez parler peut-être du nombre d'abeilles qu'il y a dans une ruche. Alors, c'est estimé à 80-90 000 en pleine saison. Sinon, l'hiver, évidemment, elles sont moins nombreuses. D'une part, pour rester au chaud dans la ruche, il n'y a que le corps de ruche, il n'y aura pas la hausse qui est notre récolte de miel à nous. Donc, ça va diminuer. Peut-être qu'elle tombe à 10 ou 20 000, je ne sais pas. Et vous les reconnaissez? L'abeille, non. Hormis la reine, lorsqu'on la voit, on comprend que c'est la reine. Oui. Certains apiculteurs la marquent, hein, mais sinon, elle est beaucoup plus grande qu'une abeille. Voilà, il n'y a pas, je ne voudrais jamais dire, ça c'est mon abeille, c'est pas celle de l'apiculteur d'à côté. Non, du tout. C'est impensable. Non. Mais l'abeille, elle ne se trompe pas. Voilà. C'est ça qui est important, finalement. Exactement, oui. Alors, le cheptel, on sait donc comment vous le reconnaissez. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est en ce qui concerne l'équipement vestimentaire. Oui. Il est blanc. Oui. Est-ce que cette couleur a une particularité? Pourquoi blanc, pas vert, pas jaune? Oui, pas forcément. Vous savez, vous avez des tenues. D'ailleurs, Moi, l'actuelle de Jean-Claude, elle est plutôt kaki, je dirais, mais ce sont des couleurs claires. Il y a une importance. Alors, moi, ce que me dit Jean-Claude, hein, les couleurs trop vives comme le rouge ou le noir va énerver, en fait. Elles vont peut-être se coller plus. L'abeille est sensible donc à la couleur. Oui. Les parfums aussi. Les parfums, on ne va pas travailler devant la ruche en mettant le numéro 5 de Chanel. Ça va certainement les perturber, les énerver. Oui. L'abeille est sensible, oui. Donc, la tenue blanche, ce sont des tenues intégrales ou pas, hein. L'idéal, c'est la tenue intégrale, donc on est sûr qu'elle ne rentre pas, les gants, hein, et puis des chaussures montantes. Évidemment, la combinaison est attachée aux pieds aussi pour qu'il n'y ait pas d'accès, quoi.
parce que ça peut être, j'ai eu notamment une année, une transhumance qui s'est pas trop bien passée pour nous. Les abeilles sont rentrées dans ma coiffe avec la chevelure, enfin plein de piqûres. Il faut qu'on fasse très attention parce qu'on n'est pas allergique, avez quelque chose, voilà. Oui, de la cortisone pour éviter l'œdème. Il faut toujours prévoir. Oui. Et je dirais, par exemple, votre mari, est-ce qu'il est fréquemment piqué? Régulièrement, on va dire. Oui, quand même. Régulièrement, lorsqu'on se rend compte, on sort le dard de suite. Après, bien évidemment, on ne peut pas empêcher. Ce n'est que du tissu. Il faut se dire que l'apiculteur travaille l'été sur le rucher. Donc il fait très chaud, on ne peut pas se couvrir sous le tissu, c'est juste un t-shirt. Donc après, oui, elles peuvent piquer, effectivement. Ce n'est pas plastifié. D'accord. Voilà. Alors, les ruches, donc, vous avez dit, il y en a à peu près, il y a à peu près 80 abeilles, à peu près 80 000, oui. 80 000 Oui, par ruche. Ah oui, d'accord. Oui. À quelle fréquence vous les videz pour récupérer le miel? Le miel. En fait, on ne vide pas la ruche pour Comment récupérer ça se passe, le miel. Voilà. Lorsqu'on parle de ruche, c'est le corps de ruche, donc on va appeler ça la maison. D'accord. Et ensuite, quand vous voyez des ruches un petit peu plus hautes, ce qu'on appelle les hausses, qu'on rajoute, c'est un étage, en fait, c'est un grenier. Lorsque le corps de ruche est plein de miel, puisque dans le corps, vous avez également de la ponte, et du miel, l'abeille se nourrit en permanence. Donc quand celui-ci est plein, on met ce que l'on appelle une hausse, de manière à elle monte les réserves de miel dans la hausse. Lorsque la hausse est pleine, c'est merveilleux. Donc le miel est operculé, c'est-à-dire qu'elle referme les cadres de miel, elle reforme une pellicule de cire. Donc là, ça veut dire que votre miel est arrivé à maturité. Les bonnes années, on n'a pas trop connu ça, puisqu'il y a 40 ans, oui, c'est ce qu'ils faisaient, ils mettaient jusqu'à 2 et 3 hausses. Malheureusement, c'est plus le cas. Et ça n'arrive plus jamais? Non. Bon, là, cette année, c'est bien parti. On a une très, très belle floraison. Oui. Les saisons sont plus cohérentes, c'est-à-dire qu'on a un beau printemps, il faut dire ce qui est. Donc de belles fleurs, j'espère, je croise les doigts qu'on puisse mettre au moins les fameuses hausses, et notamment 2. Quels sont les pires soucis que peut rencontrer un apiculteur? Bien déjà de mauvaises conditions météo. L'année dernière, il a fait froid au printemps, il a plu lorsque les fleurs étaient sorties, il pleuvait beaucoup, donc les fleurs sont atrophiées, donc l'abeille ne sort pas, donc ce qu'elle a monté en miel, ce qu'elle a déjà fabriqué, elle le récupère elle-même. Et voilà, elle remange, elle consomme. Parce qu'il faut dire que voilà, mon mari, lui, travaille le plus naturellement possible. Il ne nourrit pas ses abeilles au sucre, au glucose. C'est toujours leur réserve de miel. Si vous voulez, en miellerie, nous avons un fût qui est réservé au nourrissement, uniquement. Il faut penser que l'abeille doit se nourrir tous les jours. S'il y a 3 jours de vent qu'elles ne sortent pas, soit elles avaient du miel dans la ruche, elles l'ont reconsommé, soit il faut leur apporter à manger. Donc il nous est arrivé malheureusement d'ouvrir les pots et d'aller nourrir nos abeilles. Elles mangent leurs propres produits finalement. Oui. Je crois que c'est bien un insecte qui sait ce qu'ils mangent alors. Oui, tout à fait. Et je pense que c'est quand même beaucoup plus naturel que de les nourrir après au glucose. Après, voilà. Soit on privilégie la production, c'est toujours pareil. Alors, comment fonctionne, je dirais, il y a les abeilles, il y a la reine. Qui fait quoi? Alors, la reine, c'est la reine, donc elle donne, elle pond. Tout au long de l'année, elle doit s'arrêter, c'est en fonction de la météo aussi. Elle s'arrête novembre, décembre et elle redémarre au beau jour, au printemps. Combien il peut y avoir de... C'est pour cela qu'au printemps, les abeilles, il y a beaucoup plus de pontes, donc les abeilles sont plus nombreuses. Ça pour à quelle quantité? Ça, je ne pourrais pas vous dire, mais par jour, vous voulez dire... je ne sais pas, mais c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme, oui. Parce que l'abeille, là, elle ne va pas rester, elle ne va pas vivre toute la saison, il faut dire ce qui est. Elle fait beaucoup de va-et-vient, ce qu'on appelle les mielleuses, donc les 3 km de rayon, c'est toute la journée. Donc peut-être qu'elles ont une durée de vie d'1 mois, donc c'est en permanence renouvelé, on ne s'en rend pas compte. Vous n'allez pas passer à côté du rucher en disant oh ben là vous avez plein d'abeilles mortes, bon là c'est que c'est grave. Mais sinon elles font leur propre nettoyage, elles éliminent les abeilles mortes et c'est remplacé systématiquement. Donc et ça c'est la reine qui dirige comme ça. Après, il y a les abeilles, il y a les sentinelles qui restent à l'entrée de la ruche pour prévenir de tel ou tel insecte, puisque vous avez les petites souris qui aiment bien rentrer et puis manger le miel, les lézards, enfin toutes sortes de choses. Et elles sont là devant pour prévenir. Et elles piquent éventuellement. Et elles piquent, oui, tout à fait.
Mais est-ce que c'est vrai? On dit une fois que l'abeille nous a piqué, elle meurt elle aussi. Et oui, elle perd son dard, en fait elle s'est vidée, et donc ouais, elle ne pique qu'une fois. Mais l'abeille n'attaque pas, donc il ne faut pas... Si vous voulez, oui, tout à l'heure, je vous ai dit, Jean-Claude se fait piquer régulièrement, mais c'est parce qu'il manipule, hein, on éventre, on ouvre le corps de ruche, on sort les cadres pour faire les visites, donc ça les gêne forcément à un moment donné. Puis vous avez un peu de miel sur les mains, ça va les attirer, donc souvent c'est un accident. Le bras est plié, voilà, on la coince, voilà. L'abeille n'attaque pas, contrairement à la guêpe. Hein. Oui, c'est complètement différent. Oui. Et elle ne produit pas de miel. Non, voilà, exactement. Mais elle sert aussi. Hein. Alors, ce miel, justement, donc, vous le récupérez, vous le ramenez donc à la miellerie. Chez vous. Et comment se fait cette préparation? Quelles sont les étapes? Alors, les étapes, c'est simple. Hein. Le miel est inchangé du cadre au pot, on va dire. Il y a plusieurs étapes. Principalement, donc, on démarre par la désoperculation. Donc on enlève la pellicule de cire dont je vous ai parlé tout à l'heure à l'aide d'un couteau, hein, toujours le plus naturellement possible. On laisse égoutter un petit peu le cadre. Quand on en a une douzaine, on les met dans l'extracteur, c'est une centrifugeuse, hein, tout simplement. Et puis après, dans un seau alimentaire et dans les fûts munis de tamis, puisque le miel est filtré, mais c'est un tamis grossier, puisqu'à la vente, évidemment, il ne faut pas qu'il y ait de cire, il faut pas, voilà. Sinon, vous voyez très clairement les boules de pollen, enfin tout ce qu'il y a de bon dans le miel, quoi. Et justement, vous parlez de boules de pollen, il y a ce qu'on appelle aussi la propolis, la gelée royale. Oui. Est-ce que vous récupérez Non, je l'offre voilà, pour mon usage personnel, et puis à ceux qui en veulent, voilà, je le propose à la miellerie. Parce que bon, depuis que l'on a découvert, il y a même la cire aussi, qui sert aussi à faire les bougies éventuellement. Oui, les bougies, oui, on avait essayé. Puis bah, évidemment, les produits cosmétiques aussi, c'est très demandé, hein, la cire filtrée. Mais pareil, nous ne la gaspillons pas. On la récupère, cette cire, on la refait fondre, on la filtre. Et l'année suivante, nous avons un gaufrier et on refait la feuille de cire pour le cadre. De manière à ce que l'abeille ait moins de travail, parce qu'on dit qu'une abeille, pour faire 1 kilo de cire, il faut qu'elle fabrique, je crois, 5 à 7 kilos de miel. Donc c'est en moins de production pour nous. Donc on l'aide avec sa propre cire qui a été nettoyée, filtrée et refaite sur le cadre. Voilà. Chaque ruche, ça peut produire combien de miel? Alors, si ce sont des bonnes années, on va dire par exemple une hausse pleine, le premier étage plein, une vingtaine de kilos. Oui, ça, c'est une bonne récolte. C'est une bonne récolte. Enfin, on n'en connaît pas de meilleure. Pour l'instant, on n'a que 10 ans de recul. Hein, on n'est bien pas... sûr, bien sûr. Voilà. Mais par rapport à certains confrères, vous avez sûrement dû, des fois entre vous discuter... C'est tout le monde la même chose, vous savez, oui. les fleurs sont là pour tout le monde. Donc, on ne va pas dire l'apiculteur qui est à côté va faire plus de miel que nous. Non, c'est juste pas possible. Et qu'est-ce qui fait la différence, on va dire, chaque apiculteur a sa propre production, ses propres goûts, on va dire, oui, le miel. Les endroits. Tout est défini par l'endroit. Par l'endroit, oui, oui, oui. Si je suis proche de chez vous, moi j'ai eu de l'asphodèle et peut-être quelques arbres tels que l'oranger, le citronnier, enfin des agrumes, et vous êtes à côté, vous n'avez que de l'asphodèle, bon ben voilà. Mon miel sera différent du vôtre. C'est juste un exemple comme ça. Hein. Mais les miels sont différents par rapport aux endroits, effectivement. Et est-ce que vous arrivez donc à définir sur vos pots de miel, dire voilà, on écrit miel d'asphodèle. Alors, est-ce que vous avez une analyse à faire? Une analyse, voilà. Après, pas tous les apiculteurs le font, mais nous dépendons du syndicat AOC, hein, qui se trouve à Corté. Et grâce auxquelles nous avons des analyses de pollen qui sont faites, déjà d'une part pour prouver que notre miel vient bien de Corse. Hein, et pas vous obtenez un label aussi? Oui, donc il y a l'AOC, origine contrôlée, et l'AOP, protégée. Donc grâce à eux, on découvre certains pollens qu'on ne savait pas, puisque le maquis, bon, ben, on le connaît, quand Jean-Claude cherche ses endroits, il voit ce qu'il va y avoir comme fleurs. Mais effectivement, une année, on avait des agrumes dans nos analyses, donc un goût particulier qu'on ne reconnaissait pas, et grâce à ces analyses-là, on a su qu'il y avait donc la fleur d'oranger. Voilà. Donc l'AOC sert à ça. Après, pour l'intitulé,
On ne met pas miel d'asphodèle ou miel de thym. C'est vrai que moi, je commercialise le miel et on me demande du miel de thym, du miel de ci, de là. Or, en Corse, et c'est tant mieux, je dirais, on ne peut pas avoir un miel d'une seule fleur. C'est juste pas possible. Il faut vraiment que ce soit des cultures spécifiques. Tout à fait, comme en Provence, les champs de lavande, par exemple. Hein. Donc, le thym, je vais en avoir dans mon miel maquis de printemps, par la floraison du thym, c'est à ce moment-là. Et c'est eux qui nous aident justement pour les parfums. Ensuite, on a un cahier des charges à respecter. Donc, moi, je vous parle beaucoup d'asphodèle parce que cette année, elles sont là, elles sont belles. C'est vrai qu'il y en a énormément. Il y en a énormément, c'est magnifique. Donc, on sait que voilà, le cahier des charges de l'AOC, miel de printemps, vous avez de l'asphodèle, je ne sais plus ce qu'ils ont mis d'ailleurs, je vais me faire un peu gronder. Mais s'il n'y a pas l'asphodèle, on n'est pas en printemps. Il n'y a pas un dosage spécifique, quoi. Je veux dire, il ne faut pas que ce soit telle quantité de fleurs. Non, non. Il faut qu'il y ait effectivement aux analyses que l'on retrouve la fleur d'asphodèle. Voilà, tout simplement. Hein. Et c'est valorisant finalement de pouvoir avoir ce label. Tout à fait. Ah, oui, c'est valorisant, surtout beaucoup d'apiculteurs chez nous. Parce que oui, on est vraiment un grand nombre. Mais après, il y a quand même ceux qui ne veulent pas ou qui n'ont pas fait la démarche ou je ne sais pas. Mais pour la commercialisation, c'est rassurant de nos jours. Des années comme l'année dernière, où vous êtes certainement au courant, il y a eu très mauvaise récolte, et qu'on sait qu'il y a quand même sur le marché énormément de miel en vente, il faut faire attention. Quoi, voilà. Moi, je dirige les gens à consommer les produits en AOC et AOP. Ouais. C'est une référence. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, le miel, c'est bon au goût, mais c'est aussi bon pour le corps. Oui. Qu'est-ce que ça nous apporte ? Intérieurement, extérieurement. Qu'est-ce que ça nous apporte ? Est-ce que le miel, Estelle, est aussi sucrant que le sucre ? Alors, on ne remplace pas le sucre par le miel, parce que voilà, on va arriver aux calories, les choses qui fâchent. Il y a beaucoup plus de calories dans une cuillère de miel que dans une cuillère. C'est plus énergisant quand même. Oui, tout à fait. Oui. C'est plus agréable pour ceux qui aiment. Bien sûr. Prendre une cuillère de miel qu'un carré de sucre. Tout à fait, sans oublier que lorsqu'on mange le matin, ne serait-ce qu'une petite cuillère à café de miel, c'est une très bonne prévention. Hein, ça va nous empêcher d'attraper des rhumes, c'est une bonne prévention. Après, il ne faut pas en consommer non plus. Avec modération, on va dire. 2 tartines, Daniel, pas plus. 2 tartines, d'accord. Voilà. Mais non, il ne faut pas en manger autant que ce que nous mangeons de sucre, c'est même trop d'ailleurs, effectivement. Il faut que ce soit modéré, une consommation modérée. Et je vous disais aussi extérieurement, puisque maintenant on a découvert, et puis il y a des pansements qui sont faits à base de miel pour les cicatrisations, notamment pour les brûlures. Ça agit très vite et très bien, c'est très efficace. Oui, il y a plein pour les masques de beauté. Voilà. Estelle, est-ce qu'on peut dire que l'abeille, elle a toujours été avant-gardiste en fin de compte par rapport à la pollinisation ? Comment ça ? Sur la biodiversité ? Parce que maintenant on parle tellement de... Oui, de toute façon l'abeille c'est elle qui est l'alerte pour tout, je dirais, un peu. Lorsqu'on parle le monde agricole, je dirais que c'est l'abeille qui est vraiment celle qui va révéler s'il y a un problème, on le sait de suite. Voilà. Elle peut donner l'alerte. Elle peut donner l'alerte, oui. Une petite dernière question ? Oui. Allez. Vous, en tant qu'apiculteur, comment vous voyez se profiler l'avenir ? Justement, avec la pollution et tout. Quoique, chez nous, on est encore un petit peu... Nous sommes quand même privilégiés, je dirais, tout en restant effectivement dans le maquis. Moi, comment je vois l'avenir ? Non, moi je ne désespère pas, je suis très confiante. Ouais. À partir du moment où on ne fait pas n'importe quoi, mais je pense que les gens sont sensibles à ça. Je fais visiter la miellerie, pas le rucher, parce que il faudrait beaucoup d'assurance. Mais dans mes explications, notre façon de travailler... Ça plaît aux gens, les gens sont sensibles, ils ne vont pas manger n'importe quoi, des petites quantités, mais la qualité. Donc maintenant, si l'homme ne fait pas n'importe quoi, mais à un autre échelon, je dirais, pour protéger notre nature, c'est sûr que... Mais bon, il ne faut pas penser ça. On va dire que tant qu'il y aura des abeilles... Ah oui, la vie est belle. Eh bien,
Merci Estelle. Merci à vous. De nous avoir permis de mieux connaître ce métier. Donc avec vous, on sait un petit peu comment travaillent tous les autres apiculteurs c'est vraiment, de notre région. On se dit à une prochaine fois. À une prochaine fois, volontiers, merci. Et quant à moi, je vous dis aussi à une prochaine fois.